Très bien. Donc, bonjour tout le monde. Dans le cadre des séances des webinaires organisées par Ecom Connect et l'ITC, nous organisons aujourd'hui un webinaire sur le développement des entreprises et la compréhension des coûts. Ce webinaire sera animé par Monsieur Jalel Benanval, expert en marketing et management des entreprises. Monsieur Jalel Benanval, bonjour. Je vous laisse vous présenter et commencer le webinaire. Merci beaucoup. Bonjour, merci Sabrine. Bonjour tout le monde. Alors, on va essayer de dérouler autour du développement des entreprises, de la compréhension des coûts. Pardon? Non, il y a un micro S'il qui est vous ouvert. plaît, essayez de désactiver vos micros. Merci. Alors, Jalel Benanval, je suis quelqu'un de très engagé dans toute cause entrepreneuriale, je me définis ainsi, à condition qu'elle ait un impact sur la communauté, un impact positif, bien sûr. Alors, j'ai eu une carrière de dirigeant d'entreprise et dans l'industrie et dans la finance. Et il y a quelques années, je suis revenu à mes premiers amours. J'ai commencé ma carrière dans le capital risque. Et donc, je suis redevenu plutôt executive coach. J'ai une certification d'agilité, donc vous verrez, ça déteint sur mon propos après. Je suis formateur et j'enseigne dans des exécutives MBA, notamment un MBA d'entrepreneuriat. Voilà. Alors, stratégie, tout le monde sait à peu près ce que c'est. On ne va pas refaire l'histoire. On sait que ça vient un peu du militaire, un peu de l'entreprise, etc., etc. C'est le pilier. C'est la base, c'est le fondement. Okay. Aujourd'hui, quand on interroge beaucoup de TPE, de PME, de gens qui font du e-commerce, du service et même dans l'industrie, on leur dit, vous avez une stratégie? Oui. Formulez-la, ça commence à être moins évident. Qu'elle soit formelle, ça veut dire écrite, communiquée, etc., c'est la chose la moins évidente. Donc, la première et la condition fondamentale, c'est qu'une stratégie doit être formelle. Pourquoi? Vous voyez, Churchill a dit que une stratégie soit belle, c'est un fait. N'oubliez pas de regarder le résultat. Si elle n'est pas formalisée, on ne peut pas regarder le résultat. D'accord? Donc, une stratégie, ce n'est pas un rêve. Un rêve, c'est un rêve. C'est une vision qui a un horizon assez lointain, mais c'est surtout de l'action. D'accord? On se projette à long terme et on développe des capacités à avoir de l'information, diagnostiquer, faire un état des lieux, voir la conjoncture, les perspectives, etc. Et en définitive, c'est un ensemble coordonné d'actions, même de manœuvres, ça veut dire de très court terme, pour atteindre un but très précis. Donc, la stratégie, c'est toujours de l'échange, de la discussion et une formalisation. Très important. Quand on vous dit « j'ai fait faire ma stratégie », c'est que ce n'est pas une stratégie. Okay. Faire participer des externes, des consultants, des cabinets, c'est très bien, mais la stratégie est propre à une entreprise et même propre à une équipe dirigeante. Okay. Donc, ça passe par un processus. Donc, ce processus, c'est une démarche que beaucoup d'entre vous connaissent. Je ne vais pas m'y attarder. Le plus important, c'est de bien analyser. Donc, les trois premières étapes conditionnent celles qui suivent. Si vous êtes explicite, que vous savez analyser la situation, que vous savez, vous définissez clairement des objectifs, le reste devient plus facile.
Si une des 3 premières étapes ne marche pas, vous trouverez toujours un obstacle pour boucler la boucle. Et en fait, vous voyez, c'est une boucle en continu. Ça veut dire que ça ne s'arrête pas. Et c'est inspiré de la fameuse roue de Deming, donc du PDCA. Okay? Donc, c'est une démarche et un mindset à la fois. Donc, ça ne s'arrête pas le jour où on dit, voilà, nous voulons être le leader sur le marché, ou bien nous voulons faire comme Alibaba, tiens, 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires en un jour, c'est un joli objectif stratégique pour une plateforme de e-commerce. Oui, ben, le jour où on fait 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires, où on ne les fait pas, il faut savoir réagir. Donc, c'est un mindset aussi. Et c'est essentiellement l'équipe dirigeante et le dirigeant de l'entreprise. Donc, il ne faut pas trop se complaire dans le quotidien et dans la gestion du quotidien. D'accord? Donc, pour ce mindset, 2 choses, un état d'esprit et une positivité. Il ne faut pas se complaire, comme qui dirait quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on a des capacités qu'on doit s'arrêter là. Ce n'est pas parce qu'on manque d'aptitude ou de formation qu'on doit dire « Ah non, je n'y arriverai pas ». Il faut toujours être là pour s'améliorer. Travailler en équipe, c'est très important et avoir une capacité de synthèse. Il faut que des individus ou des équipes ou un process vous permettent de synthétiser. Il faut que ce même process et vous-même soyez clairs. Vous savez arbitrer, vous pouvez décider et vous savez trancher. Pas de flou. OK? Donc, je ne vais pas revenir, mon propos n'est pas de faire une présentation des stratégies, de la stratégie, etc., etc. C'est plutôt vous donner des petits repères. Alors, quelle que soit votre activité, vous devez être autour de, à mon avis, ce n'est qu'un avis, de 3 notions de base. Alors, les économies d'échelle, c'est très important. Savoir faire des économies d'échelle quand il faut en faire, comment il faut en faire, baisser les coûts par le volume, c'est quelque chose de très important. Ça vous permet de faire des économies. La courbe d'apprentissage, elle est capitale, à mon avis, dans l'e-commerce en particulier, c'est quelque chose de très, très important. Donc, plus votre capital humain a une maîtrise de tout le process, de tous les recoins de votre activité, plus vous êtes efficient et efficace, plus vos coûts diminuent. Le coût de la transaction, c'est entre autres le temps qu'elle dure. Le coût d'une transformation, vous prospectez des gens, vous les transférez, vous faites ça, vous les transformez en clients, c'est un coût, etc., etc. Et comme nous sommes dans un environnement qui fluctue beaucoup et qui a beaucoup de surprises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, vous devez admettre que le hasard admettre et accepter que le hasard et des conjonctions de circonstances peuvent jouer un rôle déterminant dans la réussite d'une entreprise. La COVID-19, là, est une parfaite illustration de ce que je dis. Des entreprises qui ne s'y attendaient pas n'ont pas su réagir et n'ont pas pu gérer ce hasard et n'ont pas pu capter toute l'opportunité, notamment en termes de e-commerce. Des entreprises qui ont su s'adapter, qui ont su faire évoluer leurs propositions de valeur, leurs offres, etc., ont bien su gérer et capitaliser sur l'opportunité qu'était la COVID-19. Donc, la serendipité est un capital très, très important
est une composante très, très importante. Nous ne sommes pas dans un univers certain, nous sommes dans un univers aléatoire. Et dans l'aléa, il y a ce qu'on peut maîtriser, ce qu'on ne peut pas maîtriser. C'est le hasard, il faut savoir jouer avec. C'est une composante d'une stratégie. Et des circonstances peuvent faire que vous sortez de votre chemin. Vous devez être à même ou de changer de chemin ou retrouver, d'avoir les moyens de retrouver votre chemin. N'oubliez pas ce facteur, le hasard, aujourd'hui, dans notre environnement, dans l'e-commerce en particulier. Il faut savoir l'intégrer dans toute réflexion stratégique. Okay? Et donc, il faut développer ces capacités. Alors, une fois que vous avez réfléchi et formulé une stratégie, c'est très bien, c'est très sympathique. Vous allez dire, voilà, je vais être leader de mon marché dans 2 ans. Je vais avec 40 ou 50% de part de marché comme objectif. Et je vais être leader leader africain dans 5 ans. Avec 35% du marché africain, ça fait de vous le premier acteur. OK? Bon, c'est très bien. Vous avez amorcé une démarche de planification. Planification ne va pas à l'encontre de Serendipity. Il faut faire très attention. Je planifie et je suis là pour contrôler et rétroagir. OK? A priori, ça va vous sembler un peu lourd et ardu. C'est un peu lourd, c'est vrai. C'est normal, surtout la première fois, parce qu'il y a beaucoup de préalables à mettre en place. Mais vous devez considérer ça comme un investissement et traiter ça comme un investissement. C'est-à-dire, vous devez budgétiser tout ça et avoir des retours en conséquence. En conséquence, vous devez avoir le retour de l'investissement que vous avez consenti. C'est-à-dire atteindre la performance, atteindre vos objectifs, atteindre ce que vous avez planifié et ce qui s'est dit. Donc, toujours considérer que c'est un investissement. On ne va pas vous dire que c'est facile, ça se fait en un tour de main, ce n'est pas vrai. C'est un investissement. Ça doit être réfléchi et les retours doivent être en conséquence. Bon, je ne suis pas très scolastique, donc je vais faire… Pour moi, faire de la planification, ça c'est mon petit côté agile, je vous l'avoue, c'est toujours définir des objectifs incrémentiels et itératifs. C'est-à-dire ne pas se mettre dans un tunnel, ne pas dire par exemple, à la fin de l'année, je vais faire une progression de 20%. OK? Donc, je vais faire 7% sur le premier trimestre. Je vérifie. Je vais faire 3, refaire 8. Et à la fin de l'année, parce que le dernier trimestre, dans mon activité, ça ne bouge pas beaucoup, je vais en faire 2. Et j'ai mes 20%. Alors que quand je dis je fais 20%, je ne sais pas, moi, au semestre, si j'en ai fait 10, c'est bon, c'est pas bon, on ne sait pas, quoi. D'accord? Donc, toujours des petites étapes qui sont itératives et incrémentielles, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent l'une de l'autre pour vous faire arriver à l'objectif. Toujours le même cap. 20%, comment j'y arrive? 3, 7, 8, 2. Mon cap, c'est 20. Et après, en cours de route, si au 7, je suis à 3 plus 5, mon 8 devient 10 ou bien devient 9 et mon 2 devient 3. Je regarde toujours mon cap. OK? Nous partons toujours, comme c'est incrémentiel, c'est-à-dire que c'est bâti sur quelque chose, on part il y a un point de départ, et c'est itératif, donc il y a une situation, on voit. Donc, ça part toujours d'une situation, la situation actuelle,
il y a toujours un objectif, la situation future, et la façon que vous adoptez pour y parvenir, c'est votre cap. OK? Donc, retenez que la planification, c'est aussi être très réactif et y aller par petits pas. Bon. Pour moi, à mon avis, la planification, on dit toujours c'est 3 à 5 ans. À mon avis, c'est plutôt 3. Elle part du départ où est votre entreprise, quelle est votre proposition de valeur. C'est très, très important. Beaucoup de gens ont tendance à oublier ça. On se focalise sur le produit ou sur le service et on oublie la proposition de valeur qui est derrière. D'accord? Peut-être qu'il faut, en analysant la situation, il va falloir réviser la proposition de valeur ou bien reformuler, etc., etc. Et ce qui en découle, ça fonctionne, ça ne marche pas, les défis, les objectifs, comment on agit, notre mode opérationnel, notre organisation, notre politique de, je sais pas moi, de fidélisation, de rémunération, on garde pas, on change, on améliore, pourquoi, comment, etc., etc. Il faut toujours se poser ce genre de questions avant d'y aller, sinon ça devient plus lourd à traiter après. Alors moi, je vais vous proposer une approche pour faire de la planification. Vous ne m'en voudrez pas de ne pas être très conventionnel dans l'histoire. Alors, c'est une approche, bon, c'est encore l'école japonaise, très agile et très structurante. En adoptant cette approche et ces outils, ça vous permettra de structurer vos teams et d'avoir une réflexion, d'avoir un cadre, à peu près un cadre méthodologique, mais très flexible pour développer votre stratégie et votre planification stratégique. Donc, Oshin Kanri est une approche très pragmatique en définitive et elle est très participative. C'est du top-down et du down-top. C'est-à-dire, à la fin du parcours, vous avez toute l'équipe qui est mobilisée autour d'une cause. La planification n'est pas l'œuvre du top management, elle n'est pas subie par la hiérarchie ou les équipes, elle est aussi faite, conditionnée et déployée par les équipes. OK, c'est top-down et down-top. D'accord? Alors, le top management ou le top comme disent les Américains, the top sets the tone, il donne le ton. Donc, il définit la vision et les objectifs. Les autres niveaux contribuent chacun à son niveau à définir les plans d'action. C'est-à-dire, si on adopte l'objectif et si la vision est partagée, on définit des plans d'action. D'accord? Via des techniques, plusieurs techniques du management visuel, du matriciel, etc., des techniques très lean, entre parenthèses, il y a une rétroaction continue, c'est-à-dire entre le top et le down, il y a toujours une communication, il y a toujours une rétroaction, une évaluation, une correction, etc., etc. Des objectifs, les projets sont évalués sur la base des objectifs et des cibles. Donc, c'est des critères très rationnels et très clairs et partagés. J'insiste sur le partagé. L'alignement se fait sur la base des boucles de PDCA, donc cette fameuse roue de Deming. Donc, c'est plan, do, check, act. Donc, il y a un mouvement d'action-réaction continue. Ce qui fait que la planification, la stratégie et la planification ne sont plus
un élément figé dans le temps. Donc, si vous avez dit 40% le 15 novembre 2021 et que la conjoncture bouge en votre faveur, il y a toujours des mécanismes pour que ça devienne 45 et 50%. Okay? Si votre cible, c'est le marché local, c'est le marché local. Si les choses bougent, ben, les choses bougeront. Vous comprenez? Bon, c'est très adapté aux équipes qui connaissent un peu l'agile, donc les équipes IT, etc., connaissent un peu l'agilité et connaissent un peu toutes ces techniques, peuvent s'adapter très, très facilement. C'est aussi une occasion pour constituer des équipes transversales et pour partager un peu cette approche. Ça vous fait dans un cadre très normé, en définitive, via les outils et via la communication, en définitive, vous obtenez des équipes transversales et qui partagent des objectifs, qui partagent une vision et des objectifs. Donc, moi, je vous propose cette approche. Il y a toujours des approches plus classiques, mais je pense que pour des entreprises qui font du e-commerce, ils doivent être très réactives et dont les équipes doivent être soudées. Il doit y avoir une cohésion et des synergies, une efficience dans les équipes. Je pense que c'est une méthode à explorer. Je ne vous dis pas à adopter, je n'ai pas cette prétention, mais je pense que c'est une méthode à explorer. D'accord? Alors, cette méthode, vous voyez que par communication, etc., elle instaure et renforce la culture du changement. Le changement n'est plus subi, il est plutôt anticipé et géré et même cherché. OK? Il faut beaucoup de rigueur, de régularité et de longévité. Ce n'est pas évident. Rigueur, ça dépend des pays. Bon, on est méditerranéen, ça dépend des saisons chez nous. La régularité aussi. La longévité, c'est une question de motivation et d'horizon, quoi. Il faut savoir il faut savoir faire de sorte que les équipes soient motivées dans le temps aussi. Donc, en elle-même, elle intègre des éléments de cohésion parce qu'elle fait travailler tout le monde autour des mêmes outils. La culture du changement permanent, un système de communication, c'est les outils. Il y a beaucoup de management visuel dans cette technique. C'est un système documentaire. Donc, si vous n'avez pas un système documentaire, ce n'est pas la peine de faire des doublons. Vous aurez, en adoptant cette approche dans la planification, un système documentaire. C'est aussi une technique pour conduire des transformations et du changement. Et ça vous outille pour traiter les ruptures, comme notre fameuse Covid, ou je ne sais pas moi, une opportunité qui apparaît comme ça, un marché qui apparaît comme ça, etc. Les ruptures, d'une façon générale, sont, pour les gens qui n'ont pas de serendipity, sont très difficiles à traiter. Quand l'organisation est outillée et qu'elle est prête et elle a les outils pour, c'est plus facilement gérable. Les chocs sont plus facilement gérables. Voilà, donc je ne m'attarderai pas plus. Je pense que ça vaut le détour, à mon avis. Donc, les 5 étapes, c'est toujours vous préparer et effectuer une évaluation préliminaire. Donc, il faut savoir qu'on ne peut pas démarrer de la planification si on n'a pas une équipe et si on n'a pas fait une première évaluation de ce qui se passe, de la situation actuelle. Quand je dis préparer une équipe, c'est des équipes en interne, c'est peut-être des recrutements à faire, dédier des ressources à ça. Certains vous diront, oui, il me faut un contrôleur de gestion. Par exemple, je ne suis pas partisan de cette théorie, mais il faut qu'il y ait une ressource qui fasse du contrôle et de la rétroaction après.
Deuxième étape, il vous faudra poser le diagnostic et décrire. Quand on dit poser, ça veut dire c'est écrire, machin, avoir un diagnostic en bonne et due forme et pas de termes génériques, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux avoir un vrai diagnostic. Notre système de rémunération n'est pas efficace parce qu'au bout de 5 ans de carrière dans l'entreprise, le turnover augmente. Ça, c'est un bon diagnostic. Ça peut être écrit comme réviser le système de rémunération et ça ne c'est pas pertinent. OK? À partir de là, vous priorisez les actions, les axes, les objectifs, les priorités en fonction du diagnostic. C'est très bien. Chose très importante qu'on oublie, il faut faire un budget. Hein. Il faut dire qu'est-ce qu'on va dépenser, où on va investir, comment on va investir, à quel instant, le seuil de déclenchement et les ressources nécessaires. Est-ce qu'il me faut emprunter? Est-ce qu'il me faut une augmentation de capital? Est-ce qu'il faut que je renforce mon équipe de recrutement en termes de ressources humaines? Mais n'oubliez pas que si vous recrutez, vous renforcez le recrutement, il faut que des gens gèrent les carrières derrière, etc. Comment, pourquoi, quelles sont les marges? Est-ce que je peux me permettre 3 mois de retard, 6 mois de retard où ça risque de me compromettre, surtout pour les ressources financières? Il faut toujours avoir 1 ou 2 ou 3 plans et commencer largement en avance. Dans un contexte comme la Tunisie, par exemple, il faut s'y prendre bien en avance pour que ça passe, surtout avec les banques. Et puis, vous mettez un plan. C'est sympa. J'ai un plan au mois de novembre 2021, au mois de février, au mois de mars, Mais au fur et à mesure de l'avancement, je le mets à jour. OK? Alors, si c'est tactique, c'est dans l'annuel, dans l'année, faites un suivi mensuel. Vous mettez un meeting mensuel, 20 minutes, pour vous assurer que vous êtes dans les cordes, que vous tenez dans les clous, ou bien commencer à mettre en valeur, déjà mettre sur la table les éventuels problèmes et commencer à réfléchir à des solutions et solutionner. Parce que si vous vous en apercevez au bout d'un mois, vous solutionnez au deuxième et vous implémentez au troisième, si vous attendez 6 mois, je pense que les carottes sont cuites. Alors, pour les plans pluriannuels, il faut toujours avoir du mensuel parce que le pluriannuel comprend de l'annuel et il faut faire du trimestriel et de l'annuel. Alors, l'astuce, c'est d'avoir des tableaux de bord. Et là, je vais juste m'arrêter pour faciliter vos suivis. Les tableaux de bord, ça ne veut pas dire forcément acheter une solution informatique qui est avec un ERP et un machin qui coûte un investissement conséquent et dont on ne maîtrise forcément pas la rentabilité. Des tableaux de bord, ça veut dire avoir le réflexe d'avoir des indicateurs, d'élaborer des indicateurs et de faire le suivi. Maintenant, que vous le fassiez sur Excel ou sur une solution, c'est secondaire. Le plus important, c'est que les données que vous avez dans votre tableau de bord soient des données pertinentes, donc en termes de choix, de calcul, de méthode et de temps, etc., et qu'elles vous aident vraiment à décider. Donc, vous pouvez suivre, vous pouvez mesurer, donc vous pouvez décider. Un tableau de bord, c'est toujours un outil d'aide à la décision. Bon, vous voyez qu'on a beaucoup parlé de coûts, de charges, de coûts, d'investissement, etc., etc. Il y a toujours une petite nuance, même une petite confusion.
Alors, un coût, des coûts, c'est un ensemble de charges qui sont supportées par l'entreprise et qui viennent généralement diminuer son résultat. Lorsque vous produisez, vous faites fabriquer un produit ou vous faites un service dédié à la vente. OK? Donc, les charges, c'est clair. Les charges en comptabilité, c'est une dépense dans le cadre de l'activité. Malheureusement ou heureusement, il y a des entreprises qui ont des charges qui ne sont pas liées à l'activité. Donc, ces charges-là, en aucun cas, ils n'interviennent dans un coût. OK? Très important. Donc, pour calculer, il ne faut pas confondre les choses. Les coûts et les charges sont de nature assez différentes selon leur destination, etc., selon leur nature sûrement. Les méthodes de calcul sont nombreuses. Ce qui n'est pas nécessaire, ce qui n'est pas étroitement et presque à 100% lié à la production ne peut pas être considéré comme un coût et donc ne peut pas être intégré dans un calcul. D'accord? C'est la chose la plus importante. Vous aurez des charges qui ne sont pas, qui sont dans l'activité de l'entreprise ou à la limite de l'activité parce que légalement et juridiquement, fiscalement, elles sont tolérées, mais il ne faut pas en faire, il ne faut pas les mettre dans des calculs de coûts, ça fausse tout. Ça vous pénalise dans votre rentabilité, tout simplement. Vous ne savez plus si vous êtes compétitif ou non. Vous pouvez, Monsieur Jallet, vous pouvez nous donner quelques exemples pour simplifier? Pour simplifier. Alors, une charge en comptabilité, par exemple, si vous décidez de donner à une association parce que la cause vous tient à cœur, personnellement, et que c'est tout. C'est le seul justificatif possible et imaginable. Bon, comptablement et fiscalement, c'est admis comme une charge. Mais vous ne pouvez pas inclure ça comme étant un coût en termes dans la communication, par exemple. Ça n'est pas un coût de communication. Si vous avez décidé d'avoir un bureau ailleurs que dans votre ville ou dans votre siège, etc., à côté de votre résidence secondaire, et que ce bureau n'est presque pas utilisé, mais il est là parce que vous avez décidé que c'était comme ça, il y a des charges, il y a un loyer, il y a des taxes municipales, il y a des taxes à payer, il y a tout ce que vous... En aucun cas, c'est une charge. Rien à dire, mais en aucun cas, ça peut être un coût intégré dans un calcul de coût. Et vous trouverez dans toutes les entreprises, il y a d'autres, mais bon, il ne faut pas me dire que quand vous emmenez un client prendre dîner ou déjeuner, machin, ça peut être inclus dans des coûts, c'est budgétisé, ça peut être inclus dans des coûts. Quand vous emmenez votre famille, c'est toujours une facture, c'est une charge qui peut être comptabilisée, mais qui ne peut pas être considérée comme un coût. Sauf si le conseil d'administration vous donne des frais de bouche et autre chose. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, merci. Excusez-moi, Monsieur Jallet. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. C'est très, très intéressant. J'ai une petite question. Au fait, pour la charge des commerciaux, oui. Les frais de déplacement, leur salaire, l'essence, oui. qui va avec, est-ce que ça, on peut l'inclure dans le coût du produit ou pas? Parce Bien que sûr. vous avez dit... D'accord, OK. C'est une composante. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Si vous produisez du soft, votre soft vous revient ce que vous reviennent les équipes, les frais de développement, etc. Est-ce que vous avez investi pour acquérir le savoir-faire, OK? Oui. Après, pour vendre votre soft, vous mettez en place des équipes, vous mettez en place une communication, ces équipes-là se déplacent, vont prospecter le client, etc., etc. Ouais. Donc, ça peut vous revenir de temps en temps. Le coût de la communication
et de la commercialisation, entre guillemets, avant-vente, vente et après-vente compris, pour vous revenir plus cher que le coût du développement lui-même. Oui, exactement. Donc, c'est très important. Votre commercial, c'est budgétisé. Oui. Donc, quand vous planifiez, vous vous dites, par exemple, je vais prendre le même exemple, il me faut, les taux de transformation sont importants à estimer. Vous vous dites, je ne transformerai la visite en vente qu'au bout de 20 visites. Eh bien, vous budgétisez 20 visites. Ah, d'accord. Bien sûr. Vous voyez ce que je veux vous dire? Oui, 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 j'ai compris. Oui. Ben, moi, c'était projection. Après, je corrige en cours de route. Mais supposez que que dans ma planification, j'en ai mis 5 et que la visite, pour la faire simple, me revient à 1000 dinars. Donc, j'ai budgétisé 5000 dinars. Dans mes calculs de coûts, j'ai mis 5000 dinars, alors qu'en réalité, c'est 20 000 dinars. Donc, les 15 000, de temps en temps, votre marge ne couvrira pas les 15 000. Et vous vous dites, je suis en train de vendre du soft et je perds de l'argent. Oui. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Ah oui, oui, très clair. Merci beaucoup. Voilà. Vous avez, je peux vous donner le même exemple, c'est les bouteilles d'eau. En fait, l'eau, c'est une eau de source. Oui. Ça vient de vous puiser de l'eau. Donc, vous mettez un système pour pomper de l'eau. Mais l'eau en elle-même ne coûte rien, ok? Elle vous coûte une taxe à payer à l'État. Après, vous avez un cycle industriel, mais c'est la communication et la logistique, le stockage, le transport, etc., etc. Donc, de temps en temps, il y a des gens qui vous disent « Ah, mais pourtant, ils vendent de l'eau et ils perdent de l'argent. » C'est qu'il n'a pas su calculer ses coûts. D'accord. Simple. Ouais. Merci. Voilà. Merci, merci beaucoup. De rien. Donc, ce qui vous est demandé, ce n'est pas de savoir calculer, à mon avis. C'est un plus, mais ce n'est pas le plus important. À mon avis, il faut que vous compreniez que les coûts orientent les décisions. Donc, pardon? Forcément. Voilà. Merci. Ce qui est demandé à tout chef d'entreprise, c'est de savoir, au moins de maîtriser l'approche, la méthodologie pour mettre en œuvre tout ça. Il a des repères. Quand on lui présente un coût, il a des repères, il est capable de voir, de juger, d'émettre une opinion, de demander des détails, etc., etc. Que ce soit pour ce qui est ponctuel ou pour ce qui est stratégique. Je reprends l'exemple que j'ai développé avec Mme Bouaziz, là. Si on vous demande de faire une remise, vous allez, si Jalal Bolomdan est un super grand client, machin, on va lui faire une remise de 10%. Si vous êtes dans une optique purement commerciale, vous allez dire oui, c'est un super client. Si vous êtes dans l'optique d'un chef d'entreprise, vous allez dire combien il m'a coûté ce client. Et en reprenant l'exemple de tout à l'heure, s'il m'a coûté 30 visites, c'est un non-sens de lui faire une remise. Oui, oui, absolument. Voilà, pas 10%, du moins, ça ne sera pas 10%, ça sera un geste, 1%, 2%, etc., etc. Voilà. Merci pour tous ces éclaircissements. Il n'y a pas de problème. Et donc, pour en revenir, pourquoi les maîtriser? Donc, il faut aussi être capable d'identifier les coûts pertinents pour la prise de décision, comme on vient de dire avec madame. De temps en temps, on a cette notion de coût caché. On reprend l'exemple de tout à l'heure. On a un commercial qui a un véhicule qui me revient 1 dinar au kilomètre. Et on a un autre commercial, pour des raisons qui sont propres à nous, on a un véhicule qui revient 3 dinars au kilomètre. Il y a un coût.
on peut pas se dire ils sont tous à 1 dinar ou ils sont tous à une moyenne de 1,5 ou ils sont machin. Il y a un coût qui est caché. Pourquoi 3 dinars? Pourquoi 1 dinar? Pourquoi, etc. Il y a de temps en temps, vous voyez, pour le même poste, pour la même expérience, pour le même profil, vous voyez de très, très grandes différences de salaire. De salaire, pas de bonus, etc. Il y a un problème. Il y a un problème de coût. Et il faut connaître, il faut les lister de temps en temps, les coûts. Comme ça, en créant mettre sur un fichier Excel ou en créant un stylo. Pour faire telle prestation, qu'est-ce que je fais? Beaucoup d'entre vous ont développé des modèles économiques, etc. Ils ont fait la fameuse Customer Journey. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est toutes les différentes étapes par lesquelles passe votre client pour aboutir à l'achat de votre produit. Eh bien, vous calquez le même modèle et vous mettez ce qu'il y a comme charge, qu'est-ce qu'il y a comme frais, qu'est-ce qu'il y a comme décaissement, qu'est-ce qu'il y a, etc. Vous n'oubliez pas la banque, vous n'oubliez pas les décalages, vous n'oubliez pas les trésors. De temps en temps, il y a des coûts cachés. Les coûts de stockage sont des coûts cachés. Les coûts de détention de stock sont des coûts cachés. Il y a beaucoup de coûts cachés. Il faut savoir avoir cette curiosité d'aller les chercher, de décomposer, d'aller les chercher. Pour vous en tant que décideur. Hein. Pour le e-commerce, M. Jalel, il y a aussi les frais de transaction. Oui, il y a le coût de la transaction. Ils prennent entre 2 et 3% des frais de transaction. Il y a les frais, si on va inscrire nos produits sur des marketplaces, il faut inclure le pourcentage, les frais en fait de commission de cette marketplace, ainsi de suite. Donc, il y a les frais du retour, pas le retour. Oui. Il y a les frais du retour. Oui. Ben, ça doit être inclus dans un coût quelque part. Hein. Si quelqu'un vous retourne un produit ou un service, bon, le produit en lui-même, il coûte 10 dinars, on sait que c'est une charge, etc. Mais le coût, le transporteur, le traitement de la réclamation, le traitement du retour, etc., c'est du coût. Oui. J'ai acheté chez vous un produit, ok, vous me donnez 15 jours une bouteille d'eau, tiens. Pour dire si vous êtes satisfait ou non. Le 14e jour, je ne suis pas satisfait. Je vous envoie un mail. Je vous dis, je vous retourne le produit. Vous appelez l'intermédiaire, allez, pour ne pas citer de nom. Il vient, il prélève le produit, il vous renvoie le produit, donc il vous le facture. Tout ça. Et après, vous avez stockage, reconditionnement, etc. Tout ça, c'est des coûts. Et c'est inclus, ça doit être inclus. Quand vous me vendez une bouteille d'eau, il y a un taux de casse qu'on met comme ça. Vous finirez par maîtriser à l'arbitraire, même dans les plus grandes boîtes, même chez Amazon ou des trucs comme ça. Ils vous donnent un taux. Ils vous disent, l'un dans l'autre, ça fait 5% du prix de revient. Donc, je calcule tous mes coûts et après, je mets 5% parce que je sais que je vais avoir un autre coût généré par le retour. Dans la grande distribution, un supermarché, ils vous disent, bon, nous, quand on calcule le coût d'un produit, on met 2% ou 3%, c'est le vol et la détérioration. Ben voilà, ils maîtrisent un tant soit peu les coûts. OK? Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, merci, monsieur. Ce qu'on vous demande, généralement, ce qu'on demande à un décideur ou à un chef d'entreprise, c'est d'être capable d'évaluer les impacts économiques dans une optique de création de valeur dans la configuration virtuelle, mais aussi de pouvoir mesurer l'impact négatif potentiel, entre guillemets. C'est-à-dire, si je mets en place, si je décide de lancer une nouvelle gamme ou d'ouvrir une nouvelle, de lancer une nouvelle gamme, tiens, sur ma plateforme,
Si ça marche, c'est bon, mais si ça ne marche pas, quel est l'impact sur mon équilibre global? J'avais une plateforme qui vendait je sais pas moi, de l'informatique, je me mets à faire de l'artisanal. Bon, l'impact. Économiquement, je vais investir, je vais faire des shootings, je vais, tout ça, on a compris. Je vais stocker, je vais contracter des transporteurs, etc. Et après, si ça ne marche pas, il faut savoir calculer ses coûts. Et donc, il faut savoir aussi piloter. Votre rôle, c'est de piloter. Pas de calculer, mais de piloter. De dire oui, non, on prend, on ne risque pas. Non, il faut essayer de trouver d'autres alternatives pour améliorer, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut maîtriser cette fameuse notion de coût. On verra après qu'il faut aussi peut-être plancher sur quelques éléments. Mais le plus important, c'est de ne pas être passif et de ne pas croire que c'est le boulot des autres. C'est vous qui maîtrisez les notions, c'est vous qui pouvez orienter et c'est vous qui prenez les décisions, en fait, quand vous êtes chef d'entreprise. Vous n'êtes pas passif. Quand on vous dit ça revient à 1,30 $, vous dites pourquoi, comment vous avez calculé ça, pourquoi, donnez-moi les hypothèses, etc., etc. OK? Et après, bon, chacun son boulot. Je décide en fonction de ça. Alors, à chaque horizon temporel, il y a une approche dans le calcul des coûts. Donc, même si vous faites du très long terme, il y a des méthodes. Donc, ABC et Target Costing, donc c'est un coût cible. Target Costing, c'est-à-dire aujourd'hui, je suis à 1 dinar, la transaction sur ma plateforme coûte 1 dinar, mon target c'est 800 millim. Et ben voilà, je fais de la planification pour atteindre 800 millim. Et là, vous comprendrez que les notions d'économie d'échelle et de courbe d'apprentissage sont des éléments importants qui vous aideront à prendre les décisions, notamment sur les volumes, sur les marges, sur les ressources humaines, etc., etc. Ça, c'est le très long terme. Maintenant, pour ce qui est ponctuel, comme l'histoire de la remise tout à l'heure, vous voyez, intuitivement, j'ai fait un raisonnement marginaliste. Je me suis dit, bon, on a fait combien de marge, on peut céder combien de la marge, etc. Si c'est combien on investit, etc. Le yield management est toute une technique qui fait que vous compariez. Vous avez des références et vous comparez. Et bon, vous avez aussi des approches très intuitives. Bon. Traditionnellement, on calcule le coût, c'est des méthodes très comptables, charges directes et indirectes, etc., imputation, comptabilité analytique, ce que vous voulez. Tout ça, c'est des termes que vous entendrez. Je crois qu'il faut un minimum, il faut s'outiller un minimum pour pouvoir calculer les coûts. Il ne faut pas créer des usines à gaz. C'est-à-dire, il faut que l'organisation ait un certain degré de réactivité et de maturité pour pouvoir mettre en place des techniques de coût traditionnelles qui ont été faites beaucoup plus pour des industries de volume que d'autres choses. Il y a de la récurrence et il y a de la stabilité. Le coût complet peut être très facilement calculable pour une usine automobile. Pour une plateforme de e-commerce, c'est un peu moins évident. Mais néanmoins, il faut connaître les natures de charges, etc., pour pouvoir avoir des approches adaptées. Il ne faut pas hésiter à
à développer et perfectionner des modèles propres, parce qu'en définitive, chaque activité a des spécificités. Le plus important, c'est que quand vous checkez à T plus N, vous retrouvez quelque chose qui est représentatif d'une réalité. OK? Ça ne sera jamais du 100%. Quand c'est 90 et plus, c'est 95 et plus, 98 et plus, c'est des objectifs. 100%, c'est très difficile parce que ça fluctue tout le temps. Voilà, donc juste pour vous dire qu'il y a des méthodes selon l'horizon temporel sur lequel on est. Bon, là, je vais vous parler de quelque chose de très, très important. Vous entendez des termes du style cost killing. Vous vous dites, waouh, bon, ça ne va pas très bien, je ne me retrouve pas dans mes comptes, je vais me mettre à faire du cost killing. Si vous trouvez des gisements de gaspillage, entre guillemets, ça veut dire qu'à l'avance, quand vous avez analysé et quand vous avez budgétisé, vous ne maîtrisiez pas tellement votre business et votre activité. OK? Donc, à court terme, c'est très, très bien. Ça peut donner des résultats probants. Et on a des réflexes, même en Tunisie, du style quand la crise commence à arriver, les premiers à faire les frais, c'est les consultants. Et c'est la communication. Et après, on commence à tailler dans les effectifs. Plus de commerciaux, moins de commerciaux parce qu'il y a moins d'activités, moins de je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas si c'est très rentable. Ce qui est sûr, c'est qu'à moyen terme, ça n'est jamais rentable. Quand vous réduisez le capital humain de votre entreprise, vous réduisez vos chances et vos probabilités de performance. OK? Donc, il y a des postes comme ça, on se dit, allez, hop, on fait plus, on n'a pas d'argent, on ne fait pas le salon de Düsseldorf. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais bon, on n'a pas d'argent, on peut changer de quartier, réduire la taille du bureau individuel et faire des petites économies dans les consommations et à droite, à gauche, et on peut dégager du budget. On peut faire du homework, on peut faire beaucoup de choses et ça dégage du budget. D'accord? Faites très, très attention à ces logiques de réduction de coûts qui sont mises dans l'urgence, comme ça. On commence à paniquer, tac, tac, tac. Il faut prendre un peu de recul avant de mettre les choses. Généralement, c'est monodimensionnel, donc on commence à tailler. Ah, il n'y a plus de communication. Allez, tout ce qui est web, tout ce qui est web designer, etc., allez, on n'en a plus besoin. On va rester comme ça, comme on est, 3 mois, 4 mois, le temps de passer la crise. En attendant, les autres vont avancer. Donc, votre gap était 0, il va devenir moins 10 en négatif, en termes de concurrence. D'accord? Il ne faut pas aller vers les postes où on vous dit d'aller, il faut chercher. Il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs approches pour réduire les coûts. Il faut trouver des approches intelligentes, entre guillemets. Et il ne faut pas oublier que ces approches comme ça, les méthodes où on commence à calquer un truc parce que dans l'industrie, on licencie, chez nous, on licencie, ça démotive beaucoup et ça crée des blocages internes. Le coût classique de, bon, je n'ai plus d'assistante de vente, ah, la commande est arrivée, on ne sait pas, non, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, c'est l'autre, c'est machin. Et entre-temps, la commande est partie. Le gars, il s'ennuie, il ne voit pas sa commande arriver dans les 48 heures, il annule. Par exemple. Donc, les logiques plaquées et les logiques comme ça, empruntées, faites très, très attention. Elles sont souvent destructrices de valeur, beaucoup plus que créatrices de valeur. C'est vrai que de temps en temps, il faut maintenir dans une équipe des gens qui ne sont pas forcément très indispensables au moment de la crise, mais il faut savoir gérer. Il
au lieu de licencier, on peut faire de l'emploi partiel. Il y a plusieurs solutions. OK? Il y a la distance, il y a etc. Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas parce que chez Renault, on a licencié du personnel que c'est valable chez vous. Et ce n'est pas parce que dans la chaîne de supermarchés, on a enlevé le budget de com, etc., et qu'on a réduit le temps de travail des caisses que c'est valable chez vous. Et ce n'est pas parce que Jumia ou Alibaba fait telle chose qu'elle est valable chez vous. Faites très, très attention. Chaque contexte est un contexte particulier. Bon, pour vous, alors je vais encore une fois, je vais me permettre de vous suggérer une approche très pragmatique. C'est le coût approché, on appelle ça le coût approché. Très souvent, on ne connaît pas par exemple, en 2021, on ne connaît pas le coût réel de 2021, de novembre 2021. Dans le meilleur des cas, quand on est très bien, on a un bon système d'information, une équipe qui tourne bien, on connaît les coûts de juin ou de juillet. OK? Mais entre-temps, on sait que des coûts de facteurs ont bougé, on sait que l'électricité a augmenté, on sait que le carburant a augmenté, on sait que les commissions bancaires ont augmenté, etc., etc. D'accord? Donc, on fait, sur les dernières estimations de coûts, on fait comme ça, un rapprochement. On se dit, tiens, ça a augmenté de 3%, ça a augmenté de 2%, ça a augmenté de 1%. Donc, globalement, à des fins de calcul, mon coût doit avoir, sous peine de vérification, bien sûr, augmenté de 2,5%. OK? C'est une approche très pragmatique et très intuitive. Parce que le coût par exemple, si on prend le cas de la Tunisie, le carburant a augmenté 3 fois, l'électricité a augmenté, les salaires augmentent régulièrement chaque année au mois de juin, etc. Vous n'avez pas de coût mis à jour, OK? Vous n'avez pas une structure de coût mis à jour, ni vos calculs mis à jour. Donc, vous vous dites, si les salaires représentent 70% de mes coûts et que les salaires ont augmenté de 6% en brut, ça fait 3,2% d'augmentation de mon coût. 4,2%. 0,6% fois 70% de mon coût a augmenté de 4,5% l'un dans l'autre. Donc, en faisant mes remises, par exemple, je fais attention à ne pas toucher ce 4,5%. Je faisais 30% de marge sur l'ancienne configuration de coût, et je considère que c'est 25 maintenant. Que ma marge n'est plus 30 et 25. Donc, quand je fais une remise de 25, c'est que je suis à 0, alors qu'avant, j'avais 5%, etc., etc. Vous comprenez? Donc, c'est une approche comme ça. Très empirique, pas très savante, pas très précise. Hein? D'accord? Généralement, hein, donc, ou bien vous dites, voilà, ça, je modifie, comme ça. Il y a des gens qui font le coût approché, ils font des rapports. Ça me coûte 10, j'applique 2. Donc, 10 fois 2, ça fait 20, je vends à 20. Ça inclut toute la logistique, les frais de siège, etc., et toutes les dépenses, c'est une estimation. Ce n'est pas parfait, ça tient compte peut-être des changements. Le jour où ça commence à changer, il dit non, c'est 2,1 ou 2,2, ce n'est plus 2, mais c'est quand même mieux que d'attendre 12 mois ou 6 mois pour avoir un calcul qui n'est qu'un historique dans tous les cas de figure et de se retrouver systématiquement en dehors des clous. Maintenant, quand vous avez un système d'information qui est assez performant,
en termes, et ce n'est pas la puissance de calcul ni la puissance de feu, mais c'est l'organisation de tout ça. Vous pouvez avoir des fréquences de calcul de coûts qui correspondraient à une réalité. Dans l'industrie, c'est très facile ou très difficile, ça dépend des industries. Dans le service, c'est plus évident parce qu'en définitive, les postes de charge sont clairs et connus, mais il faut faire très, très attention. Le plus important, c'est que vous sachiez réagir quand il y a un élément qui change. Donc, cette méthode de coût, comme ça, de faire du coût approché est très efficace parce qu'elle vous permet de réfléchir vos décisions rapidement. Vous vous dites, ah là, ça a augmenté de 20%, donc ça impacte mon prix de revient et mes coûts de N%, donc je dois décider. Modification de politique commerciale quant aux remises, quant aux bonifications, quant au. OK? Donc, n'hésitez pas. Plus vous maîtriserez vos coûts, plus vous pourrez faire ce truc-là facilement. Même là, dans une réunion, vous savez, vous pouvez dire, voilà, toi, tu me donnes ça, combien ça a augmenté, tic, tac, tac, voilà. A priori, on a une augmentation de 5%. Allez, hop, décision. Et c'est ce qui est le plus important. Après, la rigueur et la précision vient avec la comptabilité, etc., etc. Je ne sais pas si j'ai été clair sur ce. Oui, merci beaucoup, M. Jallet. Voilà. Alors, quand vous faites calculer des coûts, alors, je vous conseille surtout de rester calme et de tenir bon parce que c'est un exercice itératif. Hein. Ça ne va pas venir à la première fois et c'est très, très ennuyeux de temps en temps. C'est même énervant pour certaines personnes qui n'aiment pas le chiffre. Et il faut vous dire deux choses. Tout ce qu'on peut vous dire est très joli et très beau. Chaque entreprise a son contexte. Et il n'y a que les gens qui vivent l'entreprise qui peuvent connaître son contexte. OK ? Le plus important, c'est de trouver une approche propre à votre activité, à vous. Donc, c'est la combinaison partie prenante, environnement, conjoncture, entreprise elle-même. Donc, en fait, ça, vous voyez, on commence à s'écarter un peu de la science exacte. C'est plutôt une combinaison qui est représentative d'une réalité à un moment donné qu'autre chose et qui peut vous permettre d'avancer. Ça, c'est la chose la plus importante. Donc, demain, s'il vous plaît, c'est énervant, donc restez calme et tenez bon parce que les résultats peuvent ne pas être trop bons du premier coup. Mais ça va venir avec le temps, ça vient. Pour conclure, alors on va commencer par la dernière, le temps. Le temps est une variable très, très importante. Pour des gens qui ont des comptables, de la comptabilité en sous-traitance, ils peuvent me comprendre. J'ai une facture aujourd'hui, je la donne au comptable à la fin du mois, il la comptabilise 2 mois après, je n'ai plus d'informations pertinentes. Je ne peux plus avoir d'informations pertinentes. OK? J'ai une situation bancaire, je la regarde une fois, j'attends que l'extrait arrive à la fin du mois. Je ne sais pas à quoi ça sert. J'ai pris une décision aujourd'hui sur des informations données, elle met 2 semaines à être appliquée. Moi, je pense qu'il vaut mieux changer de décision. Donc, le temps est une variable très, très importante. Le temps aussi que vous investissez, c'est de l'argent pour faire de la formulation stratégique, de faire de la planification, pour calculer vos coûts, etc. Il doit y avoir un retour. Et vous devez être capable de mesurer ces retours. OK? Vous devez mettre... c'est pas facile, mais ça se fait. Et puis, vous devez aussi avoir un minimum de maîtrise des éléments comptables. Je n'ai pas dit que vous devez être comptable, mais vous devez comprendre. Ne serait-ce que pour affecter des charges pour des clés de répartition, ou comment ça fonctionne, ou comment on fait un bilan, ou un état de flux, etc., etc.
Parce que quand vous aurez cette photo qui est le bilan entre les mains, vous saurez que ce n'est qu'une photo et qu'elle ne décrit qu'une situation à un moment donné. Et qu'à partir de cette situation, on peut extrapoler ou intrapoler ou ce que vous voulez, mais ce n'est qu'une photo à un moment donné selon une norme donnée. Point. La réalité est ailleurs. Si vous avez un bénéfice comptable, ce n'est pas que votre activité peut être rentable. Elle peut ne pas être rentable. Il y a des activités où l'activité n'est pas rentable, mais le placement de la trésorerie rapporte de l'argent. Un supermarché qui fait du low cost ne fait pas de marge sur les produits, il fait de la marge sur le placement de l'argent. Il vend en cash, il achète à crédit. Il fait 2, 3%, 1%, 4%, c'est de l'argent. Parce que quand vous allez au supermarché, vous achetez rarement au crédit. Par contre, lui achète toujours à crédit chez ses fournisseurs. Et donc, il peut se faire de l'argent en plaçant. C'est un bon financier, c'est une bonne banque. OK? Donc, il faut savoir lire les choses un minimum. Donc, la difficulté que vous aurez, pour calculer un coût, vous voyez, le coût, il rejaillit jusqu'à la décision stratégique, en définitive. Il va jusqu'en haut. Donc, c'est de cerner, de comprendre et de prendre en compte tous les coûts. On ne peut pas en oublier un, lié au produit ou au service. Et vous comprendrez que de temps en temps, on a rigolé quand on a vu des gens calculer la consommation de papier à la photocopieuse. De temps en temps, on se dit, ouais, bon, ils sont comme ça. Mais ce n'est pas vrai. Parce que si vous surconsommez 200 millimètres par mois et qu'il y a 4000 employés dans l'entreprise, ça fait de l'argent. OK? Oui. Moi, je vais vous donner une anecdote très simple. J'ai travaillé dans l'industrie laitière et dans le yaourt. Quand on démarre une production, une machine qui fait les yaourts tels qu'on les connaît, là, le pot, etc., il faut faire un réglage. Or, elle a été conçue, par exemple, pour sortir 3 rangées à vide et la machine est réglée. Les 3 rangées, en fait, par exemple, revenaient dans le temps à 23 milli. OK? Et le technicien, croyant bien faire, il s'amusait à faire, non, je cherche ci, je change ça, je change ce truc. Vous vous retrouviez, au lieu de 3 rangées, avec un rouleau comme ça. OK? C'est 23 millimètres le pot, fois le N rangé, a impacté directement sur le coût de revient du produit. Et comme la marge, c'est du millimètre dans le yaourt, donc c'est la plus petite unité, il y a beaucoup d'usines en Tunisie qui ont fait faillite parce qu'elles ne savaient pas régler leur machine. Je ne citerai pas des noms. Point à la ligne. La marge était bouffée, c'est-à-dire à l'instant où il démarrait sa production effective, il était déjà déficitaire. Je ne sais pas si vous avez compris le truc. Donc, très, très important de les connaître. Le coût du commercial, on sait ce que c'est. Alpha, bêta, gamma, c'est ses frais de représentation, ses frais de déplacement, c'est son salaire, ses bonifications, etc., etc. Les cadeaux de fin d'année, les cadeaux de début d'année, les cadeaux de l'Aïd, les cadeaux de Noël, de tout ce que vous voulez. Tout ça, ça fait du budget. OK? Et maintenant, le truc le plus important, on en a parlé au début, j'en reparle toujours à la fin, l'affectation des charges. Quand vous voulez donner à une association, ça n'intervient en aucun cas, sauf si c'est vraiment porteur et que l'impact est prouvé et que ça peut être considéré comme de la com, c'est affecté dans des postes qu'on appelle frais de siège, etc., mais qui n'impactent pas directement le coût. Donc voilà. J'espère avoir pu retracer la chaîne entre le quotidien et le
très long terme. Cette chaîne est liée à une maîtrise des coûts et des éléments comptables. Ça vous aide beaucoup à prendre la décision. Et soyez pragmatique. Ce n'est pas la peine de... Et apprenez à vos équipes à être pragmatiques. Faire des approches pragmatiques, ça vous fait gagner beaucoup de temps et ça vous permet de maîtriser votre environnement. Voilà. Fin de la... Merci beaucoup. Fin de la torture. Merci beaucoup, Monsieur Jalel. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Entre-temps, je vais lancer un petit sondage et on va faire 15 minutes de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas. Donc, ceux qui veulent poser une question, n'hésitez pas. Vous pouvez lever la main ou bien vous pouvez écrire directement dans le chat. Peut-être moi, si j'ai une petite question qui m'a été posée par plusieurs entreprises. C'est en fait, ils ne savent pas comment calculer le coût pour proposer, afin de proposer un prix de vente. Ça, c'est le cas des petits artisans qui travaillent tout seuls, qui font des articles faits main, des bijoux, bien voilà, des designs qui sont faits main. Ils sont seuls. Ils travaillent tout seuls, ils n'ont pas vraiment les compétences nécessaires dans le finance, la comptabilité, etc. Ils veulent calculer le coût afin de pouvoir proposer un prix de vente. Donc, arrêtez le partage si vous ne voyez pas d'inconvénient. Oui, bien sûr. Alors, d'abord, il y a un grand problème au niveau de ces personnes parce qu'ils n'appréhendent pas la notion de coût. Généralement, quand vous leur dites combien vous payez à l'heure, ils vous disent après tout, c'est mon métier et c'est mon affaire et je Voilà. suis en train de sacrifier. Première chose. Ou bien, Monsieur Jalel, il propose des salaires qui sont très élevés. Moi, je veux un salaire de 2000 très élevé dinars. ou très décalé par rapport à la réalité, c'est une certitude. Oui. Alors, ces gens-là, il faut leur apprendre à faire un petit exercice très sympathique. À dire, voilà, quelles sont les composantes de mon produit. OK? Alors, il y a une composante, il y a les matières premières d'une façon générale. Alors, c'est matières premières effectives dans le produit plus la casse. Parce que quand vous faites de la poterie, vous faites un vase de 200 grammes, à l'origine, vous avez consommé 500 grammes de matières premières. Déjà. OK? Donc, quand vous faites une broche en or, il y a de la casse. Donc, mettre matière première plus ce qui est perdu. Toutes les matières premières. Et après, il y a une durée de transformation. Oui. On met tant d'heures. Ça va un peu, oui. Je ne te dérange pas. On met Juste tant un d'heures. instant, monsieur, on répond à la question et après, Voilà. On met tant d'heures pour transformer le produit. Généralement, il y a un prix de marché. Oui. Il faut prendre une personne qui a à peu près ce niveau d'expertise. Que ce soit un contremaître ou un... Et puis dire, voilà, ça coûte tant. Il faut tant de personnes pour faire de travail, ça coûte tant. OK? Et il faut inclure, s'il y a d'autres charges, le loyer, l'électricité, même réflexe pour le loyer. De temps en temps, il travaille à la maison, il te dit, moi, je travaille à la maison. OK. Eh ben, il y a un loyer. Sinon, ça fausse les coûts.
Une Oui. partie de la maison, tu peux la considérer. Électricité, etc., etc. Et le dernier point à ne pas négliger, c'est même rapporter à la journée tout ce qui est frais financiers et financement, etc., etc. C'est-à-dire, s'il a une mensualité de remboursement de crédit, je ne sais pas, allez, on va dire 3 000 dinars par mois, on sait que c'est 100 dinars par jour. Et on considère que le jour, c'est 8 heures de travail. Donc, s'il met 4 heures pour faire l'objet, c'est 50 dinars. Oui. Et là, on n'inclut pas. Il faut, vous voyez, c'est une approche très, très pragmatique. Il faut trouver le rapport qui puisse me permettre de quantifier la chose. OK? Et après, s'il y a des frais de communication, on peut rapprocher à la pièce, à la journée, etc. Et après, s'il y a du transport, ben, si on paye de 100 dinars pour transporter 10 pièces, c'est-à-dire qu'on paye 10 dinars pour transporter une pièce. Et on somme les coûts. Oui. Je vois pas, je n'ai pas, je vois pas, j'espère que c'est assez clair. Oui, oui, c'est clair, merci. Voilà. Donc, il faut les habituer à dire, à valoriser les choses à bon escient. Maintenant que tu l'engages, que tu dépenses, voilà, tu ne dépenses pas, c'est notre paire de manches. Mais dans ton coût, dans ton prix de revient, ça coûte ça. Tu décaisses, voilà, tu décaisses pas, c'est autre chose. Allez, le jour où il va se retrouver sur le marché, où il va se retrouver beaucoup plus cher, où il va se retrouver beaucoup moins cher, mais en fait, qu'est-ce qui va arriver? Quand on monte en échelle, on ne pourra plus tenir cette structure de coût. Il va être obligé de sortir de la maison et de louer un local, et la structure de coût va changer. Il ne travaillera plus seul, il va être obligé de recruter des personnes, et il ne travaillera plus seul. Et donc, les coûts vont augmenter. Et il sera plus compétitif. Ça arrive à beaucoup de gens. Quand ils montent en volume, ils deviennent plus compétitifs. Oui, c'est le cas de plusieurs petits artisans. Voilà. Même s'ils veulent cibler un autre marché, je donne toujours l'exemple de la fouta. Ouais. S'ils veulent vendre la fouta en B2C, ils ne deviennent pas du tout compétitifs parce que les frais de transport, ils sont très chers. Le prix de marché, il est à peu près standard, c'est à peu près entre 10 et 12 euros la fouta. Ils ne deviennent pas du tout compétitifs, alors que c'est un produit qui est très demandé. Ben, il faut vendre des packs. Oui, Les 5 foutas à 100 euros. voilà. C'est rien de génial dans l'histoire. Il y a beaucoup de, genre les chemises, les 5 chemises à 3 dollars, voilà, 5 dollars, voilà, 7 dollars. En fait, c'est pour ventiler les coûts, la charge fixe qu'est le transport sur plusieurs Oui. produits. Oui, on peut trouver toujours de bonnes combinaisons. C'est une recette vieille comme le monde. Oui. Alors, est-ce Oui. qu'il y a d'autres questions? C'est toi qui avais une question. Monsieur est parti. Monsieur, je pense, bon, il est parti, c'est MacBook, je pense. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Rebonjour. Rebonjour. Donc, c'est juste pour plus d'éclaircissement, c'est pour m'assurer, pour les coûts cachés, on doit les faire entrer dans le coût définitif du produit. Bien sûr. Alors, tout ce qui est taxes, banque, la logistique, Bien etc. sûr. Frais commerciaux. Bien sûr. Et pour déterminer, ou bien si on veut fixer une remise, Oui. est-ce que éventuellement en amont, on pourra estimer un coût approximatif d'une remise qu'on pourra impacter sur le prix et au fur et à mesure, tout au long de l'année, on pourra jongler. C'est possible également. Oui. Alors, votre prix de vente en définitive, vous faites quoi, Madame Boaziz, pour que je sois un peu plus proche peut-être de la réalité, ça pourra vous… Oui. En fait, je chapeaute une industrie de compléments alimentaires tunisienne. Ben, très bien. Alors, votre complément, il y a deux méthodes pour fixer le prix. Il y a le prix du marché, Oui.
Vous avez un prix du marché qui vous dit, voilà, tel complément, le multivitaminé se vend entre 10 et 13. Allez, pour la faire, c'est un exemple. Hein. Et à votre structure de coût, vous faites vos calculs, vous vous dites, moi, ça me revient à 8 dinars, plus 30% de marge, ça fait 10 dinars 500. OK? OK. Donc, en définitive, vous savez que vous allez être entre 10 et 13. Vous pouvez dire, voilà, bon, je vais aller vers le plus haut du marché et faire des remises. Si votre produit vous le permet, pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Mais il faut que vous ayez une base. C'est le 8 dinars et quelques qu'il faut que vous ayez. Tu as le minimum du marché, c'est ça? Votre coût de revient. Ah, le coût de revient. Oui, ça marche bien. Vous pouvez, dans une stratégie de push, par exemple, vous voulez pousser le produit. Je peux même me dire, voilà, c'est très courant que des entreprises vendent du produit à prix coûtant. Et vous mettez 2 ans, ils vendent le produit, 3 ans à prix coûtant. Un produit à prix coûtant dans la gamme. Comme ça, ils font de l'éviction. Ils gagnent de la part de marché. Les autres ne peuvent pas tenir de la concurrence. Et ils sortent. Et après, le prix réaugmente. Ouais. Okay? Alors, supposez que vous ne maîtrisez pas vos coûts et que vous décidiez de faire ça parce qu'aujourd'hui, il y a une opportunité sur l'amincissant et que vous voulez éliminer 2 ou 3 concurrents. En fait, au lieu d'éliminer les concurrents, si vous ne maîtrisez pas vos coûts, c'est vous qui vous allez vous éliminer. Et les coûts cachés, il y a des petits coûts là. Mais les petits coûts multipliés, ça fait beaucoup de choses. Vous me dites, par exemple, moi, mon commercial, il fait 1000 km par mois, 5000 km par mois. Moi, je vous conseille de calculer un truc qui s'appelle le prix de revient kilométrique du véhicule. Et vous ajoutez le péage au-dessus. Et vous verrez qu'une fois que vous aurez fini ce calcul, vous vous direz, ah bon, il revient autant le kilomètre. OK? Oui. OK. Donc, dans votre... aujourd'hui, vous vous dites, le kilomètre me revient à 380 millim. Vous me dites, allez, hop, on va se focaliser sur ça. On calcule ce qu'on appelle en industrie un PRK, un prix de revient kilométrique. Et vous vous rendez compte que c'est 450 millim. Ben, c'est 20% de différence, c'est pas peu. Hein, oui, c'est énorme. Ben, voilà. Parce que vous, l'assurance, elle est d'un côté, la vignette, elle est d'un côté, la taxe, elle est de l'autre côté, le changement de pneu, il est de côté, l'amortissement, il est d'un côté, la facture du leasing. Il faut grouper tout ce bazar-là. Et après, vous pouvez ajouter, si vous prenez en charge les déplacements, c'est toujours une charge en plus. Oui, bien sûr. Hôtel, truc, machin, etc., etc. Donc, tout doit être inclus. Oui. Pardon. Juste, les coûts de logistique sont un des postes les plus importants dans n'importe quelle entreprise. Ça veut dire, s'il vous plaît. Les coûts logistiques, tout ce qui est déplacement, stockage, etc., c'est les coûts les plus importants. D'accord. Vous importez de la matière première, oui. Vous payez des surestaries comme tous les Tunisiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Non. Qu'est-ce que ça veut dire surestaries? Au lieu d'être dédouanés en 2 jours, vos marchandises sont dédouanées en 10 jours. On paye la taxe qu'il faut. Je ne fais pas d'intervention, c'est ça ce que vous voulez dire? C'est intervention. Quand votre marchandise arrive, vous avez 3 jours où vous ne payez rien. Oui. Pour la sortir. À partir du 4e jour, on commence à vous facturer des frais supplémentaires. Oui. Eh bien, quand vous faites l'addition des frais supplémentaires dont vous ne tenez pas compte dans vos calculs, ça fait du... Oui, c'est ce que j'allais vous dire. En fait, parfois, je m'aperçois par rapport à la concurrence,
dans le calcul du prix, moi, je fais intégrer tous les taxes, le surplus qu'on a payé. Sauf Donc, TVA. sauf TVA, bien sûr, hors TVA. Donc, du coup, parfois, on se retrouve par rapport à la concurrence beaucoup plus cher pour la même matière, voilà, pour le même produit qui a presque les mêmes ingrédients. Donc, parfois, je me pose des questions. Ça, il faut étudier comment vous calculez. Et peut-être que c'est un bonheur que vous soyez plus cher, parce que peut-être qu'ils ne tiendront pas le coup. À force de ne pas de vendre à perte, voilà, peut-être que vos taux de marge que vous fixez sont très élevés. Ma marge, là, on essaie d'être correct pour être concurrentiel. Sinon, surtout, C'est tout un continuum. Quel est votre objectif d'abord? Quelle est votre stratégie? Quelle est? On parle le coût. Là, on commence à... C'est très bien d'être conscient de ça, mais est-ce que la chaîne existe? Est-ce que vous avez planifié? Est-ce que vous avez des objectifs annuels, des objectifs à 3 ans? Une stratégie? Est-ce que vous avez, est-ce que votre approche marketing est en cohérence avec votre stratégie, etc., etc. C'est toutes les questions. Après, on va le marché. De toute façon, il faut le monitorer à chaque phase. D'accord, ok. Merci beaucoup. De rien. Alors, s'il y a une dernière question, n'hésitez pas. Sinon, le webinaire, il est enregistré. Il sera diffusé sur la chaîne YouTube de Ecom Connect. Donc, tous les participants recevront un email avec le lien d'ici 24 heures. D'accord? Est-ce que je peux rajouter une autre question, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, on accepte. C'est la dernière question. Ce sera la dernière question. Vas-y. Par rapport, si Jalil, il m'a parlé tout à l'heure du calcul du coût de la logistique et que c'était très important. Mais comment on pourra éventuellement calculer le coût de stockage, par exemple? Parce que tout le reste, c'est des factures qu'on paye, les transporteurs, mais le stockage de la matière, voilà, le stockage des produits finis qu'on a. Stockage d'une matière. On va y aller simple. Allez, vous avez 100 000 dinars de matière en stock, OK? D'accord. Première approche. Alors, il y a une chose très importante. Sur les 100 000 dinars, vous allez avoir toujours de la petite casse. Oui. Ta manutention, etc., etc. Oui. Donc, vous allez dire, je vais faire 100%, 2% de casse. Donc, c'est 102 000 déjà, ça n'est plus 100 000. OK? D'accord. La deuxième chose la plus évidente, c'est que généralement, ces 100 000 dinars sont empruntés à la banque. Oui, forcément. Généralement. Même si ce n'est pas le cas, on se réfère à ça. D'accord. Okay? Donc, vous vous dites, voilà, moi, mon crédit, il me revient, attention, pas le taux facial, il me revient à, allez, TMM plus 4, ça fait 11%. L'an. 11% annuel. Oui. Okay. Donc, normalement, si je détiens le stock pendant un an, je paye 11 000 dinars. Moi, je vais mettre 30 jours pour transformer ce stock en produit fini. Donc, ça va me faire 30 jours, c'est 11 000 divisé par 12, ça fait à peu près 900 dinars par mois. Donc, je mets 900 dinars de frais financiers dessus. Et après, il y a des gens qui maintiennent ce stock. Oui. Donc, il y a des salaires. Oui. Et il y a de l'investissement, rayonnage, frigo, je ne sais pas trop quoi. Oui. Et il y a une partie de votre local qui n'est destinée qu'à ça. Oui. Donc, en fait, votre stock paye du loyer aussi.
Ouais. en proportion. Et D'accord. il paye une partie des frais de siège parce qu'on envoie des mails, il y a des acheteurs, il y a des machins, et vous, en tant que dirigeante, vous participez. Donc, tout ça, ça fait votre prix. En définitive, les 100 000, vous retrouverez autour de 106 000, 107 000, un truc comme ça. 8, 10, ça dépend des stocks et ça dépend de comment c'est géré, de la durée de détention. Donc, il faut être jamais très content d'avoir du stock Mhm. parce que ça coûte de l'argent. Et quand vous avez, par exemple, si vous avez des composantes, des matières premières très importantes, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, du talc, par exemple, dans votre cas, OK? Oui. Vous pouvez même, le jour où la marchandise arrive et vous savez ce que vous avez en commande et en production, vous pouvez vous dire, tiens, je pense que je n'ai pas bien acheté. J'ai trop acheté ou j'ai acheté trop tôt, ou etc., etc. Tout ça, tous ces calculs peuvent vous donner, avec les délais de rotation, avec la planification commerciale, etc., ils peuvent vous donner un calendrier d'achat avec les délais de réapprovisionnement, les marges de sécurité. Il y a des entreprises qui tournent à zéro stock. Ce n'est pas qu'elles ont zéro stock, elles ont juste le strict minimum vital pour qu'elles ne s'arrêtent pas. Et elles gagnent beaucoup d'argent. Mais malheureusement, au fait, avec le Covid, il y a eu pas mal de surprises parce qu'on tournait généralement un minimum de stock. Et vu que les importations se sont arrêtées, voilà, il y a eu des délais énormes en état d'arrivée de la marchandise avec tout le risque qui va en conséquence. Donc, on s'est dit cette année, éventuellement, peut-être avoir une marge de sécurité de… Ça veut dire que vous êtes réactif, c'est bon, hein, c'est conjoncturel, ça n'est pas structurel. Vous avez réagi à la conjoncture. D'accord. Ça, c'est pas, on peut pas, vous dites, je prends le risque de surinvestir dans un stock, ça me coûte moins cher que de m'arrêter. D'être en rupture. Et si je peux Ah, c'est revenir… l'arbitrage, c'est ce que avec Alès, tout à l'heure, je vous ai parlé d'arbitrer, décider et trancher. C'est un arbitrage. Maintenant, après, à T plus N, vous évaluez. Est-ce que j'ai eu la bonne attitude? Est-ce que j'ai estimé le délai de rupture bien estimé? Est-ce que… D'accord. Et Merci ça vous beaucoup. sert pour le tour d'après. Oui, Inch'Allah. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Madame Lubna. Oui, merci. Bon, s'il y a une dernière question, pourquoi pas. Sinon, on va clôturer le webinaire. Oui, si tu permets, Sabrine. Oui, vas-y, Merci. En fait, je suis consultante et j'ai une petite question pour une petite artisane que je coach. En fait, elle est toujours en stade de maison, artisanat à la maison, et elle est loin machin, donc c'est elle qui fait tout. Donc, elle n'a pas Pardon, fait de… vous pouvez juste me répéter la dernière phrase, s'il vous plaît. J'ai dit qu'elle est artisane et elle fait tout. Elle est le one-man show, c'est-à-dire qu'elle fait tout, la production et tout. Okay. Donc, dans le calcul de prix, elle va bientôt passer à un stade de production à la masse. Donc, à ce stade, pour s'assurer que le prix de vente qu'elle a fixé, il est bien calculé ou pas. Donc, elle s'est dit, est-ce que je dois inclure mon salaire dès maintenant et ajouter une marge, comme si je serais une petite entreprise, donc du jour au lendemain, j'aurai d'autres employés, donc je dois inclure leur salaire. Ou est-ce que, puisqu'elle est jusqu'à maintenant, c'est elle qui fait tout, elle se satisfait juste d'ajouter une marge et sur toute la production qu'elle fait, elle aura son salaire. Donc, le total des marges, ce sera son salaire. Quel est le calcul de prix qui sera le plus… Moi, je vous donne mon avis, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'elle soit dans le calcul des coûts. Ouais. Il y a un minimum. Après tout, elle travaille, hein, quand elle est. Non, elle travaille, oui. Elle travaille, vous avez dit qu'elle faisait tout. Elle Oui, travaille. oui,
Oui, oui, oui. Donc, son travail a une valeur. Oui, bien sûr. Parce que dans un autre jour, je ne sais pas ce qu'elle fait, en supposant qu'elle fait je sais pas moi, n'importe quel article artisanal. Par exemple, des bijoux. Voilà. Elle fait des bijoux. Aujourd'hui, elle, de ses propres mains, elle peut faire 5 bijoux par Par semaine. exemple, oui. Et, si son business marche et qu'elle sait, elle va passer très facilement à 20 bijoux. Ouais. Au prix de matières premières plus marge, elle vendait 25 bijoux et elle va avoir de la demande. Quand elle va être à 20 bijoux, la marge ne va pas lui permettre de rémunérer les 4 personnes, ni elle, ni ses employés, parce qu'elle n'a pas inclus le salaire, la variable salaire dans ses coûts au départ. Je donne un exemple très simple. Ouais. Pour la faire simple, elle vend une bague qui lui revient matière, Oui. 10 dinars, elle la vend à 15 dinars, elle la vend à 20 dinars. OK. Ça lui fait 50 dinars par jour. Hein, Oui. bon, vous me dites à 50 dinars, elle peut en prendre 30, en laisser 20, en prendre 40, en laisser 10, c'est des choix. Si elle passe à 20 bagues, elle va faire 200 dinars par jour. Ouais. Et si elle rémunère chacune des artisanes qu'elle a avec elle, 35 ou 40 dinars, plus les autres frais et machin, elle va se retrouver facilement à 180, 190 dinars. Donc, avant, à 5 bagues, elle gagnait pour elle 50 dinars. À 20 bagues, elle ne gagne même pas 10 dinars pour elle, parce qu'elle n'a pas inclus le salaire. D'accord. Donc, tout calcul fait, elle doit inclure son salaire, à part la marge. Son salaire, même si la et marge après sera beaucoup calculer moins. une marge. Et après, quand elle va vendre 100 bagues par jour, elle doit faire le calcul, a priori, de combien c'est de main-d'œuvre et de combien c'est de matière et de combien c'est, etc., etc. Et si son prix de vente aujourd'hui de 20 dinars est rentable ou non. Oui, voilà. Merci. Merci beaucoup. Mais c'est un réflexe qu'ont les artisans chez nous et c'est un très mauvais réflexe. Ouais. Il n'inclut pas Reprenez leur l'exemple que je vous ai dit. Ouais. Là, elle recrute 3 personnes, elle fait plus de chiffres, elle fait plus de marge en masse, Ouais. elle ne gagne pas. Donc, il vaut mieux faire 10% de marge et gagner que faire 50% et ne pas gagner. Ouais. Oui, c'est clair. Merci Voilà. beaucoup, Jalal. Merci. De rien. Merci beaucoup. Donc, merci Monsieur Jalel d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous les participants. Donc, comme je viens de mentionner, donc vous allez recevoir le lien d'enregistrement d'ici 24 heures par email. Sinon, je viens d'envoyer le lien de notre page chaîne YouTube. Donc, vous pouvez consulter tous les webinaires organisés par Econ Connect sur cette page. Je vous remercie encore une fois, Monsieur Jalel, et je vous souhaite, tout le monde, je vous souhaite une agréable fin de journée. Merci beaucoup. Merci encore une fois et au plaisir. À très bientôt. J'espère que ça a été positif. Merci beaucoup aussi, Jalel. C'était très enrichissant. Merci à vous. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.